Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une émission éclectique que nous vous proposons aujourd'hui. On parlera mobilité et cohabitation en ville entre vélo, voiture, piétons. On testera aussi la nouvelle BMW i7 dont l'habitacle est un véritable smartphone géant à lui tout seul. Et puis enfin, on parlera carburant vert pour les engins agricoles à l'occasion du Salon d'agriculture. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Plus de vélos, prendre les transports en commun, puis récupérer une trottinette en libre service, sans oublier la voiture qui est toujours très présente. On parle souvent dans Route pour demain de comment on se déplace en ville et comment tout ça a beaucoup évolué depuis la pandémie, tout en conservant quand même certains basiques. Alors l'Observatoire des urbains, c'est une entité du groupe LCL, fait le point dans sa dernière étude sur notre cohabitation entre les différents usagers de la route en ville. Et Pascal Samama, tu t'es plongé dans cette étude avec quelques chiffres inédits. Quelques chiffres inédits et quelques enseignements totalement impressionnants. Alors, la tâche était rude de faire une étude pareille. Pourquoi? Parce que la mobilité urbaine doit s'adapter non seulement à chaque profil, mais aussi à chaque quartier, à chaque ville, à chaque moyen de transport. Et chacun voit un peu midi à sa porte, selon son âge, ses moyens, ses horaires, les distances à parcourir et sa vision de la société au sens large du terme. En tout cas, personne ne semble pleinement satisfait Oui, c'est de le ce grand qu'il a en ce moment. enseignement, c'est le grand enseignement de cette étude Ah oui, finalement. vraiment, personne n'est content, hein. C'est ce qu'on se disait dans la journée. Auparavant, il y a quelques années, il y avait 2, 3, 4 moyens de transport, la voiture, les transports en commun et à pied. Tout le monde semblait s'en accommoder. Aujourd'hui, il y en a une multitude de moyens de se déplacer et personne n'est réellement satisfait. Alors les gens reprochent généralement d'avoir beaucoup moins de place pour circuler. D'autres, comme les voitures, les deux roues motorisées, bah, ils ont de plus en plus de restrictions ils s'en plaignent. Les piétons se plaignent d'engins roulants qui circulent sur les trottoirs. Bref, personne n'est réellement satisfait. Et en bref, les villes s'adaptent aux nouvelles mobilités et plus elles tentent de satisfaire les usagers, plus les citadins sont exigeants et plus ils sont exigeants, plus ils sont frustrés. Oui, mais alors c'est ça qui est difficilement compréhensible, c'est que finalement on a quand même tout un travail qui est fait sur les infrastructures pour justement les adapter à ces nouveaux moyens de mobilité qui sont fortement diversifiés après la pandémie. Bah, exactement, mais tout le monde est vraiment d'accord hein, sur les efforts qui ont été faits, sur les moyens qui ont été mis pour améliorer les choses. Trois quarts des personnes interrogées trouvent la mobilité urbaine diversifiée, pratique, rapide et même agréable. Par contre, en même temps, ils estiment qu'elle est encombrée, qu'elle est chère et qu'elle est encore trop polluante. Alors on voit quand même qu'il y a de nombreux urbains et périurbains qui utilisent moins la voiture, la moto, le vélo, qui sont passés au vélo, ça c'est un constat que tout le monde fait, ou à la trottinette. Et il y a eu quand même beaucoup de subventions qui ont été données pour l'achat de ces engins électriques, mais aussi pour des pistes cyclables dont les kilomètres se multiplient. Bah, évidemment, mais 6 personnes sur 10 estiment que la cohabitation entre les vélos, les trottinettes et les autres moyens de transport, hein, ça peut être les voitures, les motos, les piétons, eh ben, est assez difficile en raison d'infrastructures, bien sûr, parce que c'est difficile d'adapter des villes qui ont été construites depuis pour certaines, le Moyen Âge, à des moyens de déplacement du 21e siècle. Et puis, il y a aussi l'histoire des parkings insuffisants parce que ça fait craindre de se faire voler son vélo. Donc, les gens préfèrent soit ne pas l'utiliser pour éviter les accidents, soit ne pas l'utiliser parce qu'ils ont peur de se le faire voler. Alors il y a aussi les transports en commun qui en ville sont l'une des forces, permettent de se déplacer rapidement, sûrement et normalement à peu de frais par rapport à une voiture par exemple. Bah, ça coûte pratiquement rien. Enfin, globalement, ça coûte à peu près rien, les transports en commun. Se déplacer en Ça coûte métro, différemment, disons. ça coûte différemment. Mais ça coûte vraiment pas cher et on peut se déplacer vraiment, on peut aller très loin avec. Mais ils sont quand même pas épargnés par la critique, hein. Les usagers admettent qu'ils sont pratiques, rapides, hein, c'est les deux qualités qu'on leur accorde, mais ils regrettent qu'ils soient peu fiables, créent des inégalités selon les horaires ou les territoires. C'est vrai que démarrant à 5h30, il y a des gens qui doivent vraiment tordre un petit peu leur emploi du temps, leur lever, leur réveil pour arriver à l'heure au boulot s'ils démarrent très tôt. Et surtout, depuis la crise sanitaire, les utilisateurs
sont beaucoup moins nombreux, beaucoup ont pris les vélos, beaucoup prennent d'autres moyens de transport, beaucoup télétravaillent, mais la fréquentation des rames est en baisse, qui fait qu'ils sont toujours aussi blindés. Alors les citadins, finalement, à la fin, est-ce qu'à cause de ces difficultés qu'ils ressentent, est-ce qu'ils n'aiment plus la ville? On se demande si les citadins, si après cette étude, on se demande s'ils aiment vraiment la ville, parce que tous ces travers, tous ces problèmes, c'est un petit peu ceux qu'on rencontre dans toutes les villes du monde. Alors oui, les 77 personnes et personnes interrogées trouvent plaisant d'habiter en ville et 74 estiment que leur propre quotidien est serein en ville. Mais en allant dans les détails, on se rend compte que le stress, l'insécurité est trop présent pour que les gens soient pleinement satisfaits de la ville. Et c'est peut-être ce qui explique aussi que la marche à pied soit le mode de transport le plus répandu dans les grandes villes, loin devant les voitures, les vélos et même les VTC, bien sûr, et les taxis. Finalement, comme ça, on dépend que de soi-même. Merci beaucoup, Pascal. Tu restes avec moi et on poursuit notre immersion dans la mobilité urbaine avec notre invité. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Et nous accueillons Jean Guédira. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de la communication sponsoring et secrétariat général de LCL. L'étude dont nous parlait Pascal à l'instant, mais ce sont vos équipes qui l'ont produite. Alors moi, il y a vraiment ce chiffre qui m'a marqué. En plus de celui où les gens sont finalement insatisfaits globalement de leur mode de transport, c'est que d'un côté, 75% trouvent que c'est pratique de se déplacer en ville justement parce qu'il y a beaucoup de modes de transport différents. Et en même temps, 68% la voient comme encombrée. La ville, finalement, aujourd'hui, c'est devenu une espèce de grand bazar dont on essaie de s'extirper le plus possible. Je crois que ce qui ressort de ce que vient de dire Pascal, c'est qu'on est dans une phase de transition aujourd'hui. On a connu quand même la crise sanitaire qui a quand même fortement perturbé les attentes et les façons de vivre des urbains. On parlait de la fuite, l'exode des villes. Là, on constate que non. 88% disent qu'ils voient leur avenir dans la ville. Donc ça, c'est clos. En revanche, la ville est différente. Et c'est ce qui nous intéresse chez LCL, c'est d'essayer de comprendre les nouvelles attentes pour pointer du doigt les évolutions que l'on ressent, et essayer de comprendre après, en termes de services, d'offres que la collectivité au sens large peut proposer. Et donc là, pour moi, c'est vraiment cette période de transition. La cohabitation, il y a plein, vous l'avez dit, plein de modes nouveaux qui apparaissent, parfois trop, disent les gens, mais cette façon de rencontrer les trottinettes sur le trottoir, les scooters électriques, les VTC, il faut que les gens apprennent à vivre ensemble. Puis après, pour sourire, on est en France, donc ça râle quand même globalement, quoi. Peut-être que dans un autre pays, ce genre de sondage n'aurait peut-être pas les mêmes résultats, quoi. Vous le dites, apprendre à vivre ensemble, ça veut dire que ce n'est pas juste une question d'infrastructure et d'organisation de l'espace. Il va falloir aussi avoir une forme d'éducation, justement, dans ce nouvel espace? Oui, il y a un chiffre, moi, qui m'a frappé. 75% des gens demandent une réglementation des usages des différents modes en ville. Mais on a le code de la route déjà, ça sert à ça. Oui, mais enfin, le code de la route, il suffit d'être là, vous regardez, sans stigmatiser, que les vélos passent allègrement au feu rouge, que parfois les nouveaux, vous voyez, quand vous avez des vélos qui arrivent en sens inverse dans une chaussée, c'est tout à fait possible maintenant par le code de la route, mais c'est pas naturel. L'automobiliste est un peu surpris. Voilà, l'automobiliste est un peu surpris. Quand la rue est un peu étroite, c'est compliqué. Aujourd'hui, la cohabitation entre un bus articulé et un vélo avec les angles morts, c'est compliqué. Donc tout ceci, je pense, doit être repensé. Et le problème que l'on a eu, c'est que les choses sont allées très très vite parce que post-pandémie, on a fait beaucoup de pistes cyclables, on a mis beaucoup de trottinettes en libre-service, on a mis beaucoup de véhicules en libre-service. Et maintenant, il faut qu'on apprenne à ce que tout cela fonctionne le mieux possible. Mais est-ce que le problème, vous parlez de nouvelles réglementations, que des gens réclament de nouvelles réglementations, est-ce que ce n'est pas tout simplement d'obliger un petit peu tous les usagers à passer le code de la route? Le code de la route, c'est ce qui permet de comprendre comment fonctionne une cité au niveau de sa circulation. Et on se rend compte aujourd'hui que des personnes à vélo, des personnes à trottinette, n'ont jamais passé le code de la route. Ils n'ont aucune notion. Ils voient des panneaux depuis qu'ils sont petits, mais est-ce qu'ils en comprennent le sens? Est-ce qu'ils savent comment se placer sur la chaussée pour dépasser, pour tourner, etc. On se pose les questions et c'est peut-être pour ça qu'il y a des heurts et il y a des incompatibilités entre les différents modes de transport. Alors sans doute, il y a une partie des explications qui est de cet ordre. Moi, à mon époque, je suis un ancien combattant, mais à l'école, on apprenait
le code de la route dans les petites classes et on passait à vélo pour reconnaître les panneaux et tout ça. Je ne sais pas si ça se fait C'est toujours le cas, encore. oui, normalement, au collège, donc, on a logiquement, cette éducation-là. on a cette sensibilisation. Après, on est tous aussi des cyclistes. On s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes comportements quand on est à vélo que quand on est en voiture. On l'a tous, il n'y a personne, on traverse allègrement. Donc je pense qu'il y a aussi cette façon d'appréhender la ville. Et puis après, il faut bien se dire qu'il est arrivé aussi, je reprends sur le vélo, qui sont, comme vous l'avez dit, l'explosion la plus forte de cette étude. Il y a des nouvelles générations qui sont arrivées qui n'ont jamais fait de vélo en ville. Et faire du vélo en ville, c'est différent de faire du vélo en randonnée, à la campagne. Et donc, il y a cette réglementation. Et je pense, moi, je suis un optimiste, je pense que les choses vont arriver à se mettre naturellement. On le voit dans d'autres pays. Il n'y a pas le choix, de toute façon, qu'elles arrivent, parce que les villes sont ce qu'elles sont. On ne va pas élargir, on ne va pas détruire des pâtés de maison pour agrandir les routes. Ce serait pas possible, déjà. Est-ce que les villes sont vraiment faites pour ces moyens de transport? Est-ce que les villes anciennes, en tout cas, sont faites pour cette multitude de moyens de transport? Alors, sans doute moins que des villes qui sont conçues dès le départ pour ça, mais on s'aperçoit, et nous, on est aussi partenaire de la Fédération des usagers des bicyclettes qui fait régulièrement son baromètre des villes cyclables, qu'il y a des améliorations qui sont faites. Au fil du temps, il y a par exemple, les pistes cyclables, on a vu, il y en a qui sont en plein milieu des voies sur bus, où l'arrêt du bus est dans la piste cyclable. On voit bien que c'est pas possible. Donc il y a des petits... en a qui ne sont pas suffisamment larges. On pense à celle du boulevard Sébastopol. Elle est à double qui est déjà sens. saturée. C'est une horreur. Voilà, donc il y a plein de petits détails. Et je pense que la meilleure progression, et nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est les usagers qui peuvent toucher du doigt ce qui ne va pas et qui disent à la collectivité, tiens, il faudrait faire tel aménagement ou il faudrait être plus coercitif à tel endroit. Voilà, je pense que c'est cette progression commune qui peut nous faire aller vers une cohabitation plus sereine. Parlons de plus coercitif, dans un mois tout pile, il va y avoir la votation à Paris, ce référendum justement sur les trottinettes en libre service. Est-ce que ça, c'est justement ce résultat de ce que vous disiez à l'instant, des usagers qui disent ça ne nous plaît pas, il faut faire une réglementation, ou est-ce que là, justement, on n'est pas en train de faire un retour, un pas en arrière, alors que justement Paris était perçu comme le laboratoire de la mobilité, notamment de la mobilité post-pandémie? Alors, sur les trottinettes, moi, ce qui m'a frappé, c'est autant l'usage du vélo est plébiscité à 76%, les trottinettes, on passe à 40%. Oui, dans votre étude, tout le monde est contre les trottinettes, à peu de choses près. Pas tout le monde, les jeunes pas les jeunes et pas les usagers, mais il y a un vrai clivage de génération. C'est-à-dire que pour les générations, par exemple les plus de 60 ans, ça doit être à 15% qui sont favorables aux trottinettes. Donc on est vraiment sur des clivages. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent, je pense, potentiellement agressés sur le trottoir par la trottinette qui slalome. Donc, c'est ce qu'il faut essayer, là aussi, d'expliquer. Je ne sais pas quel va être le résultat du référendum. En tout cas, c'est intéressant de poser la question de cette cohabitation entre les trottinettes en libre service, parce qu'il y aura toujours des trottinettes individuelles, et puis les autres modes. Mais je pense qu'on a tous ici autour de la table une expérience où une trottinette est passée un peu rapidement, ou à deux personnes dessus. Est-ce que, comme pour les vélos, il ne va pas falloir réglementer les trottinettes en fonction de leur puissance? Les vélos au-dessus d'une certaine puissance deviennent des speedbikes et donc doivent être immatriculés, sont considérés comme des cyclomoteurs. On voit des trottinettes rouler vraiment très très vite, plus de 40 km/h parfois. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux où c'était à 80 km/h et c'est pas rare. Est-ce qu'il va pas falloir réglementer justement la vitesse des trottinettes? Il y a une différence entre une trottinette de free floating qui va maximum à 25 et une qu'on achète soi-même et qui peut aller à plus de 50 km/h en ville. Sans doute, il y aura des usages comme ça qui vont être au fil du temps un peu bridés. Après, moi, je dis que le principal risque, il est pour l'utilisateur de la trottinette, parce que c'est lui qui a... Mais réglementer, ça veut dire imposer un casque, imposer des protections. Voilà, mais vous le regardez, il y en a très très peu qui ont un casque aujourd'hui, alors que s'ils tombent, ils sont tout de suite sur la chaussée, sur le macadam. Donc, voilà, je pense que là, on a vu avec cette étude, on a pointé du doigt et on a donné des chiffres sur des choses que l'on constate. Et d'ailleurs,
plus l'agglomération est élevée, plus le sujet est prégnant, hein, si j'ose dire. C'est beaucoup plus fort à Paris que dans d'autres villes, par exemple. Mais c'est aussi présent dans les autres villes. Et donc, voilà, c'est l'occasion de se dire comment on va demain avec cette émergence des mobilités qui est aussi très forte, parce que les gens ont envie de ces mobilités douces, ont envie de cette offre multiple de mobilité. Et la ville du quart d'heure, hein, c'est aussi une des conséquences post-pandémie, c'est que les gens se déplacent aussi dans une sphère plus limitée. Hein, et donc là, le vélo, la trottinette ont un rôle majeur. Merci beaucoup, messieurs. On voit que c'est vraiment un sujet qui nous touche dans notre quotidien. Merci d'avoir été avec nous. On va passer là maintenant, je pense qu'on rêve tous de se déplacer dans cette voiture tous les jours. C'est une ambiance tamisée. Il y a un écran géant à l'arrière, des sièges franchement business class. Tout est fait en fait pour être détendu à son bord. Cette voiture, c'est la BMW i7 et c'est un essai de Julien Bonnet et Bastien Potti. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Dans le monde des grandes berlines de luxe, la série 7 fait figure de référence, notamment face à ses grandes concurrentes allemandes, la Mercedes Classe S ou encore l'Audi A8. Et BMW vient justement de lancer la 7e génération de ce modèle né en 1977. Un vaisseau impressionnant de 5,39 m de long est disponible pour la première fois en version 100% électrique qu'on découvre aujourd'hui, donc la BMW i7. À l'intérieur, on retrouve en particulier une énorme batterie de plus de 100 kWh qui offre une autonomie estimée à environ 600 km. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire un essai classique de conduite. On a préféré vous parler des technologies assez impressionnantes qui se trouvent dans ce véhicule. Les 4 portières du véhicule sont en effet équipées de moteurs électriques qui vont permettre d'actionner automatiquement leur ouverture ou leur fermeture. Donc d'abord grâce à un bouton situé sur chaque poignée de portière, ça c'est assez logique. Mais grâce à la clé, je vais pouvoir aussi ouvrir les 4 portières instantanément et ça, c'est assez bluffant. Donc une fonction qui peut se révéler assez pratique, notamment dans ce genre de véhicule où il y a généralement un chauffeur qui peut être proposé à l'intérieur et qui va lui aussi pouvoir actionner l'ouverture des 4 portières ou d'une portière donnée depuis l'écran du véhicule. A noter qu'il y a aussi des capteurs situés sous chacune des portières et qui vont éviter bien sûr que par inadvertance vous fassiez percuter par une ouverture automatique de portière, ce serait dommage. Mais on a maintenant très hâte de vous montrer l'intérieur de ce vaisseau de luxe et de modernité. C'est parti! Voilà, et pour le conducteur, plutôt pratique, il me suffit d'appuyer sur la pédale de frein pour actionner la fermeture de la portière. Donc l'intérieur de cette i7 rassemble toutes les dernières technologies BMW avec un travail très poussé sur le choix des matériaux, le luxe et l'intégration en fait des fonctions les plus modernes. On retrouve notamment cette digital bar en fait qui va représenter les différentes fonctions, notamment autour de la climatisation, mais également l'ouverture des portières et surtout une mise en scène des modes de conduite. Donc là par exemple, on est dans le mode efficient, donc avec une ambiance assez bleue, mais finalement si je passe en mode sport, tout de suite je vais avoir une ambiance beaucoup plus rouge avec toute cette digital bar, donc qui va vraiment varier côté conducteur jusqu'au côté passager. Donc me voici à la place arrière droit, donc finalement celle qui offre le plus de confort, notamment parce que je vais pouvoir déployer totalement mes jambes grâce à une petite tablette tactile, vraiment un iPhone qui est situé dans la coudoir. Je vais directement pouvoir accéder aux différentes fonctions, notamment les fonctions liées au siège. Et s'il n'y a personne bien sûr dans le siège devant moi passager, je vais pouvoir vraiment étendre complètement mes jambes. Ça c'est assez classique mais toujours agréable dans ces véritables limousines. Mais le plus bluffant, ça reste le mode théâtre, theater en anglais, donc qui va me donner vraiment une expérience cinéma à bord. Et donc pour ça, il me suffit d'aller dans le menu écran, déployer via Theater Mode. Donc ça c'est assez inédit comme taille d'écran, donc on rappelle une résolution 8K, une diagonale de 31 pouces. On va d'ailleurs pouvoir ajuster le format d'écran sur cette diagonale assez inhabituelle dans le monde des téléviseurs. Et donc l'accès à tous les services, dont YouTube pour regarder son émission préférée, par exemple comme ça, En route pour demain. Et donc une très bonne intégration de cette
télécommande tactile, donc un véritable iPhone intégré dans mon accoudoir qui va me permettre de régler à peu près tout au niveau des sièges, mais également de l'ambiance à bord. Et la petite subtilité, c'est que je vais pouvoir aussi ouvrir et fermer les stores et que cet écran, d'ailleurs, il ne peut fonctionner qu'avec le store arrière fermé. Pourquoi ? Pour pas gêner les autres conducteurs qui se retrouveraient derrière vous sur la route et qui pourraient être distraits finalement parce que vous regardez à l'écran et occasionner un accident. Pour s'offrir un tel bijou automobile, on s'en doute, il faut y mettre le prix. Donc cette BMW i7 100% électrique, elle démarre à partir de 151 800 € en France. Mais pour notre modèle d'essai, donc dans cette configuration avec énormément d'options, dont ce Fiat Touchscreen très impressionnant, il faut compter un tarif d'environ 219 000 €. Mais pour ce prix, vous avez aussi des options de personnalisation comme la superbe carrosserie Biton qui donne des accents un peu de Rolls à cette BMW. D'ailleurs, on rappelle que la marque anglaise, elle appartient au groupe allemand. Un modèle bien sûr très exclusif. Aujourd'hui, la clientèle pour ce genre de véhicule, elle se trouve principalement en Asie, en Chine notamment, aux États-Unis ou encore au Moyen-Orient. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, en région. On termine cette émission avec des véhicules un peu inédits pour En route pour demain, puisqu'on va parler de tracteurs. Alors que se tient actuellement le Salon d'agriculture à Paris, la question des émissions de CO2, eh bien, c'est aussi une source de préoccupation pour le monde agricole. Bonjour Luc Chagnon. Bonjour Pauline. Journaliste Tech & Co. Alors il y a quelques semaines, tu étais aux États-Unis pour découvrir des prototypes de tracteurs électriques. C'est ça, oui, on a eu la chance de pouvoir aller se promener à Phoenix, en Arizona, pour voir un peu différents prototypes de tracteurs, parce qu'effectivement, voilà, l'agriculture, c'est un domaine, c'est un secteur économique qui émet beaucoup de CO2, c'est un des secteurs les plus émetteurs. Et donc forcément, si on veut réduire de manière globale les émissions, il faut aussi qu'on pense à l'agriculture. Et spontanément, c'est vrai que comme pour les transports, on va penser aux véhicules, notamment les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, tout ce genre de choses. Et spontanément, on pense à l'électrique. C'est en tout cas par là que passe la décarbonation des voitures de manière générale. Donc effectivement, il y a différentes marques qui recherchent, on va dire, ou qui proposent déjà des modèles de tracteurs électriques. On peut en citer plusieurs, John Deere, New Holland, ce genre de choses. Et c'est notamment pour les petits moteurs, à faible puissance. Donc l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir éviter les émissions liées au diesel et tous les carburants fossiles. Mais effectivement, c'est encore peu industrialisé pour le moment, d'où le fait qu'on soit encore en termes de prototypes. Là, par exemple, on a pu voir le T4 Electric Power qui peut monter jusqu'à 120 chevaux. On voit les images, notamment, je pense à nos auditeurs qui nous écoutent en radio. On a ce tracteur, alors quand même, oui, ce que tu disais, un petit tracteur électrique qui, voilà, du coup... ça reste très limité, on va dire, en termes de dimension, parce que c'est une des limites principales de cet usage-là, de ce carburant alternatif-là, si on peut dire, parce que les moteurs, pour le moment, manquent de puissance. Ils ne sont pas adaptés aux usages les plus lourds. Oui, il faut beaucoup de couple sur un tracteur. Ça. Et si on veut, et l'autre gros problème qui se pose un peu pour beaucoup de carburants alternatifs, c'est la question de l'autonomie. Parce que quand on veut utiliser ce genre d'engin, on n'a pas envie de devoir le recharger 2, 3, 4 fois dans la journée. Des recharges qui peuvent parfois prendre du temps. Et donc, et plus on veut augmenter l'autonomie, plus on est obligé d'avoir une grosse batterie, et donc qui alourdit, et donc qui réduit l'autonomie. Donc c'est une espèce de cercle vicieux comme ça, que les industriels n'ont pas encore réussi à démêler totalement. Donc c'est une des solutions qui est envisagée, mais qui pour le moment n'est pas encore à la phase d'industrialisation et de généralisation qu'on aimerait atteindre, on va dire. Donc l'électrique, ce n'est pas la panacée pour les engins agricoles. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont étudiées par les John Deere, New Holland et les autres fabricants ? Il y a plusieurs autres pistes, effectivement. Une de celles qui est explorée, qui n'est pas forcément la plus généralisée, mais une de celles qui est explorée, c'est le gaz, le gaz naturel, et tout ce qui est adossé au méthane, notamment, parce que les exploitations agricoles produisent du méthane, que ce soit à travers le bétail ou les déchets végétaux. Et donc on se dit, si jamais on a moyen de récupérer ce méthane, notamment via des stations de méthanisation qu'on installe sur les exploitations, c'est l'occasion de limiter, pas forcément limiter des émissions, mais des émissions qui auraient eu lieu quoi qu'il arrive, de les utiliser de manière productive, on va dire, ce qui, dans les faits, réduit effectivement les émissions. Donc c'est notamment exploité par New Holland, donc là, qui commercialise déjà depuis 2021 un tracteur qui fonctionne donc au gaz naturel véhicule, et qui nous a montré là un prototype de tracteur qui fonctionnerait au... On voit les images à l'écran, un tracteur qui a l'air tout à fait normal, mais qui du coup fonctionne, qui fonctionnerait au méthane liquide cette fois. Parce qu'en fait, là aussi, on retombe sur la question. Donc, on retombe sur la question de l'autonomie. On va par les avantages quand même. Effectivement, c'est moins d'émissions de CO2, c'est moins d'émissions de particules fines. Et en tout cas, les modèles qui nous ont été montrés revendiquent une puissance et une autonomie proches des modèles diesel standards. Le seul problème, c'est qu'effectivement, pour une même autonomie,
Au gaz, il faut un réservoir quelque chose comme 4 fois plus grand parce que le gaz forcément prend plus de place et Bien donc il faut un réservoir beaucoup plus grand. Là aussi, il faut pouvoir le recharger, ce qui est pas forcément. On n'a Oui, pas il faut toujours des pouvoir faire le stations à plein. proximité. Oui, bien sûr, si on est loin dans le champ, il faut pouvoir revenir. Donc, c'est quand même un peu plus contraignant que du diesel classique sur un tracteur. C'est ça. Et donc, on a effectivement l'usage possible du gaz liquéfié, mais qui en est encore au stade expérimental, parce que c'est toute une histoire de pression, de température, c'est beaucoup de contraintes techniques qui font qu'on est encore loin, là aussi, de l'industrialisation. Et alors, juste dernière, très rapidement, petite question. L'hydrogène, c'est une solution qui est envisagée ou pas du tout? Alors l'hydrogène, oui, ça fait des années qu'elle est envisagée d'ailleurs, depuis la fin des années 2000, on voit des prototypes régulièrement. Mais là aussi, on a toutes les questions d'industrialisation de prix, parce que tous les modèles dont on a parlé, électriques, gaz, c'est des modèles qui sont plus chers que les modèles diesel Ils standards. sont déjà très chers eux-mêmes sur les C'est très ça. gros tracteurs. Donc, dont on dit qu'à l'usage, on rentabilise effectivement sans acheter du diesel, on rentabilise au fur et à mesure. Mais voilà, c'est pas encore industrialisé. Les filières d'approvisionnement aussi d'hydrogène, la production d'hydrogène n'est pas encore suffisamment massive pour diffuser ce genre de véhicules dans toutes les exploitations. Et Donc ça, ce sera finalement peut-être, mais à la prochaine décennie et pas encore tout de c'est suite ça, sur la oui, voilà. question de L'horizon n'est pas l'hydrogène, encore ouais. très clair. C'est des pistes qui continuent d'être exploitées, donc on va voir ce qui arrive dans les années à venir. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Luc Chagnon, d'avoir été avec nous, journaliste Tech & Co, en route pour demain. Voilà, c'est déjà fini, mais on se retrouve très vite le week-end prochain sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine, justement sur Tech & Co. À bientôt. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.